L'atelier du moulin est le premier atelier de la chaîne de fabrication. C'est là que l'on fabrique les différentes pâtes de porcelaine sous deux formes, l'une liquide que l'on appelle barbotine et l'autre plastique qui servira au tournage, au calibrage et au moulage. C'est l'étape du filtre pressage. L'opérateur est en train de fermer le filtre presse qui permet d'éliminer une certaine quantité d'eau de la pâte. Pour nos pâtes plastiques, on garde 30% d'eau pour obtenir une pâte malléable. Le filtre presse doit être particulièrement étanche, il faut donc bien le serrer. Les rallonges permettent d'augmenter la force de serrage grâce au principe de levier. Mais c'est assez... Oui, c'est pas mal. La pâte est envoyée sous pression à travers la machine, remplissant toutes les alvéoles. L'eau s'écoule sous la machine. On voit le bouchon de pâte qui s'est formé au centre. Chaque toile coûte très cher et doit être manipulée avec précaution. On commence par la préparation de la palette pour la réception des galettes de pâte. Dans l'industrie, on parle aussi de gâteau. Il y a de nombreuses similitudes avec la cuisine. Chaque galette pèse 12 kg. On la centre soigneusement sur le fil pour qu'elle soit par la suite coupée parfaitement au milieu. On fait 2 colonnes, on en retire le cœur qui est trop mou et qui sera recyclé de manière à avoir une pâte la plus homogène possible. Alors, vous enlevez le... Les plateaux se succèdent avec un nettoyage de la toile qui doit être bien lisse, car en cas de pli dans la toile, le filtre presse ne serait plus étanche et la pâte serait éjectée sous la pression. Les plateaux sont aujourd'hui en polyterpène, qui a l'avantage d'être léger et ne provoque pas de problème de pollution de la pâte. Avant, ils étaient en fonte et donc très lourds à manipuler. Il fallait les repeindre régulièrement car ils avaient tendance à rouiller, ce qui entraînait la pollution de la pâte par des écailles de peinture ou de rouille. Or, le fer doit être éliminé autant que possible de la pâte, sinon il provoque des taches qui impliquent la perte d'une pièce. À l'état liquide, la pâte est donc passée dans un tamis très fin, puis sur des aimants pour retirer toutes les traces de fer. Toutes les impuretés qui font plus de 60 microns vont fondre à la cuisson et seront visibles. Si c'est moins de 60 microns, c'est a priori neutre. On commence le chargement de la machine pour pétrir la pâte avec la marcheuse, inventée en 1880 à Limoges et qui remplace la technique précédente qui consistait à mettre la pâte au sol et à marcher dessus pour obtenir une pâte homogène. La machine est plus efficace pour obtenir une pâte plus homogène. On effectue la préparation de la couronne. On colle les galettes les unes aux autres pour éviter qu'au démarrage de la machine, elles ne soient éjectées et tombent par terre, ce qui les polluerait. Le réglage des rouleaux verticaux est fait en fonction de la taille des morceaux de pâte. Au démarrage de la machine, on reste prêt à l'arrêter
si l'on constate un problème avec la pâte. On charge la machine avec une certaine quantité de pâte et une fois la machine en marche, on ajoute de la pâte progressivement jusqu'au moment où la pâte se met à avancer, entraînée par les rouleaux. Ce qui correspond à environ 250 kg pour cette machine. Avant cette machine, on formait un tas de pâte que l'on piétinait en partant du centre et en allant vers les bords. Puis on la remettait au milieu et l'on recommençait. La machine essaye de reproduire ce principe avec les deux rouleaux gris foncé qui sont inversés. L'un qui écrase vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Les deux rouleaux gris clair ramènent la pâte. Chaque rouleau foncé fait 140 kg. On va dire. Oui, d'accord. La machine est arrêtée et la pâte est découpée. Ce qui était dessus, on le met dessous, et ce qui était à l'extérieur est mis à l'intérieur, pour que la pâte subisse le même traitement de chaque côté. Un morceau est mis de côté et sera ajouté après, pour éviter un risque d'éjection de la pâte au redémarrage. Dans le temps, cette opération était faite sans arrêter la machine, en suivant le sens de rotation des rouleaux. Par sécurité, cette manœuvre est maintenant faite machine à l'arrêt, ce qui entraîne un temps de pétrissage plus long. On en profite pour mesurer la souplesse de la pâte en laissant tomber une bille dans un tube d'une hauteur connue et en mesurant avec le réglet la hauteur de pénétration dans la pâte. Cette hauteur correspond de façon empirique à une certaine souplesse souhaitée en fonction des pièces à réaliser. Donc là, vous en êtes à combien? 422. 422, d'accord. 422 pour certaines pièces. On va couper la pâte. D'accord. Comme on ne veut pas la polluer, on n'utilise pas d'outils en fer, c'est des couteaux en fait. Le couteau à pâte en bronze va nous permettre de couper la pâte en pain sans la polluer avec de l'oxydation. La pâte est à bas carré, c'est-à-dire que l'on passe un outil ou la main sur le bord pour assouplir les angles, ce qui facilite ensuite la découpe et permet que la main ne rencontre pas la pâte.
On fait des pains suffisamment petits pour qu'ils puissent rentrer dans les désaéreuses, machines qui seront utilisées ensuite pour enlever les bulles d'air les plus petites, sachant que la marcheuse a déjà permis de supprimer les bulles d'air les plus grosses. Pour faciliter le décollage des pains, on effectue une rotation, ce qui limite les frottements. On fait un nettoyage méticuleux de la machine après chaque utilisation avec de l'eau, puisque la machine est utilisée pour faire 4 qualités de pâtes différentes, qu'il ne faut pas mélanger entre elles. De même, on nettoie les outils méticuleusement pour qu'il ne reste pas de traces de pâte. On prépare le coffre dans lequel on va ranger la pâte après qu'elle soit passée dans la désaéreuse. Au fond du coffre, il y a de l'eau pour maintenir un certain taux d'humidité. On y installe des planches plastifiées. On effectue ensuite un changement de buse. Il y a 2 buses en service, une grosse que l'on vient de retirer et une petite que l'on installe. Pour couper les pains, on utilise des fils de nylon, toujours pour éviter la pollution de la pâte. On note soigneusement le type de pâte qui reste dans la buse, car on va recycler cette partie. On fixe ensuite la nouvelle buse de manière à ce qu'elle résiste à la très forte pression. On place la table et l'on prépare ses outils pour être prêt une fois la machine lancée. On vérifie le niveau d'huile de la machine pour graisser les engrenages. Dans la machine se trouve une vis sans fin. On prépare les plastiques qui vont couvrir les bords externes des colombins de pâte. On placera en travers une seconde bâche pour éviter que les colombins ne se collent entre eux. On met les morceaux de pâte dans l'entonnoir de la désaéreuse. Au
départ, on sort de la machine l'équivalent de 2 colombins et demi pour être sûr que la pâte que l'on va placer dans le coffre est vraiment la pâte qui était dans la marcheuse. On voit que quand on commence, la pâte n'est pas très belle. Elle refera un tour dans la machine et elle sera malaxée une nouvelle fois. Il y a une légère oxydation due à la buse, mais ce n'est pas une pollution. Il faut que la table soit bien mouillée pour que le colombin glisse sans coller. Donc là, vous n'emballez pas les premiers. Est-ce que vous allez les repasser une seconde fois? Il y a plusieurs densités différentes. Oui. Donc en fait, il faut épurer la première densité pour avoir la deuxième. D'accord. Sur le côté de la table, il y a une boulotte qui permet de manipuler le colombin sans le toucher, car comme il est mou, si on le prenait à la main, il se déformerait. Un colombin de petite buse fait 17 kg, plus 3 kg de boulotte, ce qui fait 20 kg. Avec une grosse buse, cela fait 27 kg, plus 3 kg de boulotte, soit 30 kg en tout. Lors du chargement, on évite de mettre les mains dedans par sécurité, donc on pousse avec le couvercle. Avant, la partie haute était entièrement ouverte et il était tentant d'y mettre les mains. Or, l'hélice intérieure est tranchante, puisqu'il arrive que l'on se coupe en la remontant. La pâte fait effet de pâte à polir, ce qui rend les outils tranchants. Il faut que la pâte ne sèche pas trop, le temps qu'elle soit mise en œuvre dans les ateliers. La durée de conservation dépend de plusieurs facteurs dont la météo. L'idéal étant que la pâte soit utilisée dans les semaines suivant sa fabrication. Un coffre va permettre par exemple de faire 3 commandes de tasses. La personne va donc utiliser seulement un tiers du coffre. Il faut alors trouver d'autres utilisations pour le reste de la pâte. Au contraire, un coffre ne serait pas suffisant pour faire une commande de pièces plus grosses, comme des vases. Il faudrait alors utiliser une partie d'un autre coffre. On refait une seconde mesure de la souplesse, car il y a une petite perte de souplesse en sortie de la désaéreuse, puisque la pâte a été fortement compactée et a perdu un peu de son eau. On a un point d'écart entre ce que l'on mesure sur la marcheuse et ce que l'on mesure en sortie de désaéreuse. L'effet est un peu plus fort avec une petite buse. Il faut donc savoir anticiper cette diminution. On emballe ensuite dans le plastique les colombins de pâte pour qu'ils puissent se conserver et on les place au fond du coffre. Sur le coffre, on marque la date de fabrication, le type de pâte et la mesure de la souplesse de la pâte pour permettre un suivi des pâtes qui sortent de l'atelier.